Alors, bonjour à tous, je m'appelle Sina Mouline, je suis architecte et avec quelqu'un qui aime la Médina. Et c'est un énorme plaisir d'abord de vous avoir tous ici aujourd'hui. Et un énorme plaisir d'être sous ce magnifique dôme dont l'acoustique est très belle et où maintenant beaucoup de très belles choses qui se passent dans la Médina, peut-être même les plus belles à mon avis, prennent place, hein, grâce à Leïla qui est ici, grâce à notre Leïla qui nous accueille. Et donc, dans cette salle, c'est vrai, maintenant, à ce stade, on a vu beaucoup de magnifiques choses se, se former et se finaliser. Et je vous souhaite à toutes les deux que ce dôme vous apporte sa baraka. Je me dois de dire que on est aussi ici grâce à Nadwa, qui est une plateforme académique qui a lieu sous ce dôme et dans la Médina. Et je salue au passage nos grands amis Leïla Saadi et Houssem Chechi, qui ne sont pas ici aujourd'hui. Donc, je suis juste de passage pour modérer cette discussion. Je voulais vous dire que c'était un immense plaisir d'accompagner Mariam Fathallah et Cyril Nabdjili. C'est Cyril Fathallah et Mariam Nabdjili. Non, on ne sait plus, on ne sait pas qui est Mariam Nabdjili. Quand je leur ai demandé, pour vous dire, je leur ai demandé leur biographie, elles m'ont envoyé une seule biographie. Elles ne même pas. Elles travaillent ensemble. Marie et Céline sont étudiantes en dernière année d'architecture à l'école nationale d'architecture de Marseille. Elles ont des parcours différents. Elles sont toutes les deux tunisiennes. Elles sont toutes les deux nées en France. Elles s'intéressent aux mêmes choses. Elles s'intéressent à cet acte, des actes les plus nobles de l'humanité, qui est l'acte d'habiter et de créer de l'habitat. Et beaucoup des choses communes qu'on partage, peut-être beaucoup de personnes qui sont ici dans cette salle partagent. C'est notre rapport aux démolitions, au patrimoine, comment agir face au risque métropolitain, face à l'hégémonie des constructions. Et donc j'ai eu ce plaisir de les accompagner. Je n'étais pas seule. Il y a bien sûr Leïla Dougues, il y a la magnifique équipe de l'ASM. Il y a Madame Binous, notre incroyable Madame Binous qui est là, qui a aussi suivi leur parcours depuis le premier jour. Fred aussi était là au premier jour. J'ai même Saïden, je mentionne tout le monde. Il y a la magnifique communauté de Dal Dougues. Et il y a une instance qui s'appelle SHIFA, qui est le Cultural Heritage Finance Alliance, qui a aussi, leur travail de terrain a fait partie aussi d'un projet un peu plus large, comparatif de plusieurs autres villes.
Donc, ils ont eu la chance de voir d'autres personnes faire la même chose au même temps. Euh, Malem et Cyril ont entrepris quelque chose qui est pour moi extrêmement touchant. C'est pour ça que la première fois où elles nous ont appelés, il avait de soi pour moi de dire que oui, que leur travail, quoi qu'il soit, m'intéresserait. Et elles sont toutes les deux nées en France, elles ne connaissent la Tunisie qu'à travers des vacances. Et donc, ce retour cet été à Tunis, ces 2 mois dans la Médina, c'est voilà, c'est leur geste de réexploration de soi, de remettre la Tunisie sur leur carte, probablement, pardon de parler beaucoup, leur carte intellectuelle, leur carte d'architecte, leur mental d'architecte. Et ça, c'est vraiment, c'est tout en votre honneur. C'est extrêmement, voilà, probablement, enfin, on parle tout le temps de déracinement, de ces Tunisiens d'ailleurs. Mais au fait, voilà, les Tunisiens, d'ailleurs, le sont en train de rebroussement par des projets ou d'autres. Et j'espère que ce projet sera plus long que ce que vous allez voir. Surtout voilà, ce que vous allez voir. Et voilà, c'est une autre Tunisie qu'elles découvrent et qu'elles voient. J'ai vu, je ne les ai pas suivies partout, mais elles ont sillonné la Médina à chaque fois que vous le racontez, ce quartier. Alors, le titre dit que c'est le quartier sud, que c'est le faubourg sud de la Médina. En réalité, comme vous allez le voir, c'est un plus petit territoire, mais voilà, mais d'aller dans le plus profond des choses, dans un plus petit territoire qui est le quartier de Médina. Voilà, j'ai fait long pour permettre à d'autres d'arriver, mais maintenant je pense que je vais vous laisser la parole. Je vous félicite déjà pour la noblesse de cette entreprise, du sérieux que vous y avez mis et de l'âme que vous y avez mis. Je remercie tous ceux qui ont pu vous en parrainer. Il y a une magnifique communauté autour de David Guess, et tout le monde est extrêmement touché déjà par ça. Donc, ce que vous allez voir, c'est une cartographie d'un quartier de la Médina. Euh, voilà. Ce que il y aura beaucoup d'espace pour les questions après, pour une longue discussion. Je l'espère, j'espère vous intéresser autant voilà, vous plaire, autant que le plaisir que ça m'a donné de suivre Maëlle et Céline dans leur travail. C'est ce que vous avez dit. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents parmi nous aujourd'hui. Avant toute chose, on voulait remercier Madame Leila Benzies de nous avoir donné cette opportunité de travailler sur ce projet. Et merci également à Madame Cyril Lamy de nous avoir suivis tout au long de ce travail passionnant. On tenait également à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce projet de quelque manière qu'il soit. On pense notamment à Madame Souley Farwidj et Madame Sadir Haroumi de l'ASM, Madame Binous, Monsieur Pialastrif et Monsieur Jamel Bensaï. On est un grand merci à l'équipe d'Albelkef qui nous a accueillis ici pendant ces 2 mois. Et on est ravis aujourd'hui de pouvoir vous présenter le résultat de nos recherches qu'on a menées pendant deux mois sur ce quartier qui est très peu connu de la Médina Tunis, qui est le Faubourg Sud. Donc, notre présentation, elle se divisera en 5 parties afin de répondre à la problématique suivante qui est comment l'histoire et la centralité du Faubourg Sud permettent-elles de prévoir les dynamiques potentielles de transformation du quartier. Donc, on commencera par une partie historique, puis on continuera avec le résultat de nos recherches sur site pour par la suite discuter de nos visions de nos futurs projets, des futurs projets possibles sur le Faubourg Sud avant de pouvoir ouvrir le débat avec vous. Alors oui, dans la conscience collective, les faubourgs, ils ne sont pas considérés comme une partie intégrante de la Médina de Tunis, mais pourtant ils le sont bel et bien. Donc la Médina de Tunis, elle se compose de sa Médina centrale et aussi de ses deux faubourgs, le nord et le sud. Il en résulte donc un manque d'intérêt pour ces deux faubourgs, notamment le faubourg sud, et très peu de recherche académique, un délaissement par les autorités, mais aussi très peu de projets de préservation de patrimoine ou de restauration de bâtis. Et ce qui nous a vraiment desservi au cours de cette recherche, c'est le manque d'archives. En effet, les seules ressources qui étaient à notre disposition, c'était un grand plan de l'ASM qui date des années 1970 et une thèse de Isabelle Berry qu'on a récupérée récemment. Et donc, du fait de la date à laquelle a été dessiné ce plan, bien évidemment, on a dû le retravailler pour le mettre à jour, du fait donc, de son ancienneté. Malgré tout ça, et grâce à l'intérêt porté par l'AIS sur ce quartier notamment,
Il a été sélectionné donc dans le cadre du programme international nommé SHIP, qui est donc une organisation à but non lucratif qui est aujourd'hui basée à New York et qui a pour mission de promouvoir la régénération du patrimoine culturel en mobilisant plusieurs acteurs. On a donc les pouvoirs publics, les acteurs privés, les communautés locales et les fondations. Et en 2025, SHIP a lancé, en partenariat avec l'Organisation des villes du patrimoine mondial, ce qu'ils nomment, eux, le premier accélérateur mondial dédié à la régénération des centres historiques. Et donc, 5 villes ont été sélectionnées cette année du monde entier pour participer à ce programme pilote. Et donc, ces pays qui sont le Luxembourg, le Kenya, l'Espagne, l'Équateur et finalement la Tunisie. Donc, le programme il est divisé en 3 parties et nous, on s'est occupé donc de la première partie. On a été chargé de mener une étude urbaine sur ce quartier. Alors, quel était notre objectif? Notre objectif, c'était de comprendre ce territoire, mettre en valeur son histoire, mais aussi sa richesse culturelle, et de comprendre la sociologie du Faubourg Sud. Et pour ça, il fallait donc l'explorer. L'une des approches qu'on a utilisées, c'est le mapping. Qu'est-ce que le mapping? C'est une façon de cartographier un quartier pour mieux comprendre comment il fonctionne. Ici, on a cartographié des fines couches, qu'elles soient sociales, économiques, patrimoine et environnementales. Pour ça, donc, on a travaillé avec des calques de thématiques. Donc, c'était des thématiques à cartographier. Et par exemple, donc, on avait comme calque la rue et les mobilités. Donc, c'était vraiment analyser toutes les dynamiques de circulation. On avait ensuite un calque sur l'activité économique, c'est-à-dire les commerces, qu'ils soient permanents, temporaires, formels ou informels, des artisans, etc. Il y avait également tout ce qui touche aux espaces verts. Donc, on avait des jardins publics, des espaces verts privés ou publics. On avait un calque également sur les institutions religieuses. On avait également des institutions et services publics, un tissu sur le tissu résidentiel, un calque sur le tissu résidentiel. Donc, c'était vraiment comprendre la densité du tissu résidentiel et surtout l'état des habitations. Et enfin, tout ce qui touche aux monuments historiques. Donc, pour ça, on a passé pas mal de temps sur site à répertorier chaque élément du quartier, donc que ce soit les mosquées, les écoles, les boutiques, pour en faire ressortir par la suite des tendances et comprendre comment est-ce que ce quartier fonctionne. Donc, on a bien sûr cherché à croiser toutes ces données avec la réalité sociale du lieu. Et pour ça, on s'est notamment posé une question qui est comment est-ce que les habitants de ce quartier y vivent? Et donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le résultat de ce travail d'observation et d'analyse qu'on a mené sur site durant ces 2 mois. Alors, avant de commencer à parler du Faubourg Sud, il est quand même important de revenir brièvement sur les prémices de l'histoire de Tunis. C'est en 893 que Tunis prend de l'importance. Quand le souverain Aghlabi II, il va venir s'installer à Tunis, qui deviendra la politique ou militaire de la République. Il établit son pouvoir depuis la Kasbah, car c'est naturellement un point stratégique face à sa topographie élevée. Ensuite, la Kasbah va vraiment devenir une véritable citadelle fortifiée, indépendante de la Médina, mais qui s'impose comme un centre de commandement. Cette installation du pouvoir elle va attirer progressivement des institutions religieuses, dont la plus emblématique qu'on connaît, la mosquée Zitouna, et fondée au 8e siècle, elle deviendra un centre majeur religieux, juridique et intellectuel, bien au-delà du Maghreb. C'est donc autour de ce noyau que la Médina va se structurer peu à peu. Et à l'époque médiévale, la ville s'entoure d'une enceinte fortifiée, mais avec la croissance démographique, économique et militaire, Tunis finit par déborder de ses propres murailles, et c'est ainsi que vont naître les deux faubourgs. Donc, le faubourg, comme son nom l'indique, c'est une extension ici de la Médina Tunis et elle va prolonger la ville vers le nord pour le faubourg Boursouet et puis au sud pour le faubourg Bébé Jazila. Donc, comment est-ce que s'organise et se peuplent ces faubourgs? Au XIe siècle, la Médina Tunis a compté 5 portes. Donc, on avait Bébé Jazila, Bébé Souifat, Bébé Cartagena, Bébé Had et Bébé Nar. Mais au XIIe siècle, donc sous les Hurassanides, les campagnes vont devenir de plus en plus dangereuses du fait des attaques des tribus arabes et les habitants de ces campagnes vont fuir leur campagne et s'installer autour de la Médina. Donc, il y a des quartiers qui vont commencer à se créer en périphérie et pour mieux contrôler la ville, les autorités vont fermer des portes, donc il n'en restera plus que 3. C'est à la fin du XIIIe siècle, avec l'arrivée des Faxides, que les faubourgs vont commencer vraiment à s'intégrer à la ville et la population va commencer à augmenter rapidement avec l'arrivée de ces habitants venus des campagnes. Petit à petit, les quartiers vont commencer à se densifier, les habitations vont commencer à s'organiser doucement et les faubourgs ils vont prendre vraiment une place importante dans la ville, notamment sur le plan commercial. Le Faubourg Sud comme le Faubourg Nord, aujourd'hui, il y a encore des traces de son passé. On parle notamment d'anciens marchés qui sont aujourd'hui devenus des places publiques, mais on en reparlera un peu plus tard.
Enfin, il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, la Médina dans son ensemble, c'est-à-dire la Médina centrale, le Faubourg Nord et le Faubourg Sud, ça recouvre environ 270 hectares, voire 280 hectares. Et ça compte plus de 700 monuments historiques, qui en fait aujourd'hui l'un des exemples les plus précieux d'urbanisme islamique et encore préservé aujourd'hui. Et maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter le quartier qu'on a étudié et arpenté ces 2 derniers mois. Il ne s'agit pas de tout le Faubourg Sud, mais d'un périmètre plus restreint qu'on appellera Bebna. Il se situe entre différentes entités importantes. La Médina centrale, Tapreti Loumi, avec la limite de l'autoroute, à l'est, la caserne Gozleni et la Rafin. Comme évoqué plus tôt, l'arpentage du terrain, la méthodologie du mapping et la participation à Chip, ils ont vraiment conditionné notre étude urbaine sur ce périmètre. Le but étant de mettre en lumière les spécificités du lieu et notamment ses différentes centralités. Et avant de présenter le résultat de nos recherches, on va faire un dernier point historique sur Belunal afin d'en poser les dernières bases. Pour commencer, depuis la fondation de la Masra, les populations marziennes, c'est-à-dire ceux qui sont au service de l'État, ils vont d'abord peupler le sud de la cité, étant donné la proximité avec la résidence sultanienne. Ces abords de la Médina, ils vont donc commencer à devenir attractifs et du coup, on a un retour de la sécurité qui commence à s'installer. De ce fait, de nouvelles portes elles vont voir le jour au cours du XIIIe siècle. Bebnala, Bebjdid et Beblepnit. Ces 3 portes vont donner leur nom aux quartiers sur lesquels elles sont. Concernant notre quartier, on attribue la construction de cette porte à Abu Zakaria Ier. Donc Bebnala, au début, c'était cité comme le quartier résidentiel des Grandes Lacours. Il est appelé donc quartier du sultan, puis le quartier des chrétiens, car beaucoup de chrétiens de la milice y vivent. En effet, les Hafsides, ils allaient recruter une partie de leur milice en Catalogne ou à Aragon, et des miliciens chrétiens pour leur protection personnelle, étant donné leur impartialité dans les conflits internes. Et au sein de ce quartier, ils avaient aussi une caserne qui leur était dédiée, ainsi qu'une église afin de pouvoir pratiquer leur culte. Cette porte, elle doit également son importance grâce à sa situation. Donc, elle est à la sortie d'axes principaux, notamment l'axe partant de Belkra qui traverse la Médina centrale, passant par la mosquée Zitoune, et desservant et passant aussi par toute la partie des sourds. De plus, elle commande un réseau de rues dont la voie la plus importante, c'est la voie royale, El Mal, qui est empruntée par le sultan le jour de l'Aïd quand il va prier au Moussam. Elle dessert aussi 2 grands marchés, donc place des chevaux et place des moutons. La circulation par cette porte, elle est intense, surtout les jours de marché et les jours de fêtes religieuses. Tout ceci il aura bien sûr une importance sur ce que va devenir Bebnala aujourd'hui. Donc, après cette lecture historique du quartier et des rôles qu'il a pu jouer dans le passé, on va maintenant vous parler de ce que nous, on a pu observer aujourd'hui sur site. Donc, pour ça, on va s'intéresser à ce que nous, on appelle les centralités. Et par centralité, on entend tous les lieux qui concentrent un certain type d'activité, de services, de flux de personnes. Et c'est en quelque sorte des lieux qui jouent un rôle important dans le quartier et qui vont créer un cœur battant dans le quartier. Donc, à travers nos recherches, on a répertorié plusieurs centralités qu'on va vous présenter maintenant et on va commencer par la centralité éducative. Alors, pour commencer, donc, au nord de notre zone d'étude, on trouve une centralité assez singulière. Autour de la place du leader, plusieurs éléments historiques, politiques et religieux y se côtoient autour de ce même espace. On y retrouve notamment l'université Zitoune, la mosquée Jem al-Houed, la maison de Bibolib et la zéro de Sidi Ras Mezlij. Tous ces lieux, ils sont concentrés autour d'une place aménagée avec des allées plantées, une atmosphère assez calme, peut-être aussi parce qu'on l'a arpenté durant les vacances scolaires. D'un point de vue chronologique, la mosquée Jemaa al-Ouest est l'un des premiers édifices qui va être construit sur ce site, fondé en 1252. À la même époque, les sultans Hafsides ils vont y ajouter une madrasa, qui est une annexe de l'université Zitoun. Elle servait aussi à la fois donc, de lieu d'enseignement, mais aussi de dortoir pour les étudiants. Et cette mosquée a été particulièrement fréquentée par la communauté andalouse qui est venue se réfugier à Tunis. Un peu plus tard, on a la Zawiya Sidi Qassim. Fondée autour du mausolée de ce dernier, il a été connu pour introduire le zénith à Tunis. Et par la suite, après sa mort, il deviendra aussi un lieu de vénération. Elle est fréquentée par les Hafsides et les Maurices, qui sont les musulmans andalous ayant dû quitter l'Andalousie à cause des persécutions. Petit à petit, elle tombera en ruine et c'est en 1976, dans le cadre d'un projet tunisio-espagnol, que aura lieu sa rénovation. Et aujourd'hui, elle est un centre national de céramique et un centre de formation
assez technique qui est toujours en activité. Plus tard, au XXe siècle, Bourguiba, il va s'installer donc avec sa famille dans cette maison et ça va devenir un lieu important de la lutte pour l'indépendance où on va retrouver des figures politiques importantes, des syndicalistes et des intellectuels. Après l'indépendance en 1956, la place elle sera renommée Marc Rizari, qui veut dire la place du leader en hommage donc à Habib Bourguiba. Vers la fin du XXe siècle, cette ville elle va accueillir donc l'université de Tunis qui a été séparée autrefois de la mosquée Zitoune après l'indépendance de la Tunisie. Donc ça se sera fait sous l'ordre de Habib Bourguiba et derrière ça, c'était vraiment de laïciser et moderniser le système éducatif tunisien. Aujourd'hui, cette place est devenue vraiment un vrai centre éducatif où elle attire de nombreux étudiants et on pense notamment à la communauté indonésienne qui ont formé leur propre communauté dans ce quartier. C'est donc devenu, grâce à ça, un lieu de rencontre, d'échange, de partage de savoir et où on a vraiment créé une vraie vie étudiante. Autour de toute cette dynamique-là, donc il y a, grâce à cette vie étudiante, une économie locale qui s'est formée, portée donc par la culture et l'éducation, et donc on va pouvoir retrouver aux alentours de cette place des librairies, des imprimantes, des cafés, des snacks, etc. Mais il y a également la question du logement qui est importante. Vu le nombre de personnes sur place que nous avons sondées, on a vu que les étudiants ils constituaient vraiment cette économie, cette communauté vivante dans le quartier. Et donc, ça va donner une autre dimension à ce lieu grâce à un mélange de population et une ouverture culturelle. On voit donc apparaître l'apparition, voire l'adaptation de services liés à la vie étudiante, une hausse de la demande locative aux périodes de rentrée scolaire et de nouveaux rythmes de flux urbains. On a ensuite repéré une autre centralité qui est une centralité patrimoniale importante, qui est marquée par un riche patrimoine architectural, notamment autour de la rue Boursuis et de la rue Abbé-Noël. Donc pour commencer, on a la rue Boursuis. C'est une rue particulière qui mérite quand même qu'on s'y attarde, parce qu'elle a un véritable symbole et une valeur historique forte dans le quartier. Donc cette rue, déjà, elle porte le nom du docteur Boursuis, qui est une figure intellectuelle et médicale importante du XXe siècle. Et dans cette rue-là, donc, elle abrite des demeures assez remarquables qui sont le témoin en fait, d'une population bourgeoise dans le quartier depuis plusieurs siècles, notamment sous le protectorat français. À cette époque, donc, il y a des architectes français qui vont venir et qui vont introduire dans la ville un nouveau style qu'on appelle un style arabisant. Et en fait, c'est un mélange à la fois des éléments traditionnels tunisiens, donc des arts, des motifs géométriques, et des apports plutôt européens comme les menuiseries travaillées ou les balcons. On a également cette notion de seuil à la porte d'entrée qui va apparaître. Et donc, plusieurs familles bourgeoises tunisiennes avaient adopté ce style-là pour rompre avec la maison traditionnelle, donc à patio ou aux façades sombres qu'on peut d'ailleurs retrouver aujourd'hui dans la Médina centrale, pour plutôt avoir une architecture plus ouverte sur la rue, plus travaillée, décorée ou encore assumée. C'est notamment le cas de Dar el qui est situé donc, dans cette rue Boursuis, et qui combine à la fois un style andalou et italien. Donc ce bâtiment, il a longtemps été la propriété de la famille Bourguiba et aujourd'hui, donc récemment, il est devenu la propriété de Historique, qui est un projet qui œuvre à la sauvegarde et à la réhabilitation du patrimoine bâti. Donc la rue Bourguiba, c'est plus qu'une rue seulement à caractère résidentiel, mais plutôt une véritable centralité riche de patrimoine. Malheureusement, ces demeures aujourd'hui, elles sont très peu valorisées, elles sont exclues des politiques de réhabilitation, elles sont aussi exclues des parcours touristiques classiques, elles sont donc méconnues, pourtant elles incarnent vraiment une partie importante de l'histoire et de l'identité du quartier. Aussi, juste à côté, on peut trouver la Dame Osile. C'est une autre maison emblématique du quartier. Et c'est la maison de Wassila Abdelkibet, qui était donc la seconde femme du président Abdelkibet. Et ça montre encore une fois le lien fort entre ce quartier-là et l'histoire politique du pays, comme on a pu l'évoquer précédemment. Et elle rappelle que ce quartier comptait beaucoup pour les élites tunisiennes et les cercles du pouvoir de l'époque. Dans la continuité de la rue Bourgis, on accède à une autre rue emblématique qui est cette fois-ci la rue Abdelmoulay. Elle aussi, donc, elle conserve des demeures assez remarquables et qui sont héritées, elle aussi, de cette période où cette bourgeoisie cultivée et influente, elle va venir s'installer dans les hauteurs du Faubourg Sud. C'est un exemple donc, d'Al qui est une maison de caractère aujourd'hui devenue également propriété d'une historique. Cette maison, elle a été construite au XVIIIe siècle par Abdelwahid de Nurset, qui était en fait un haut fonctionnaire qui travaillait à l'époque avec Hamoud El-Pacha et plus tard avec Béchrambe, qui était une figure politique importante du XXe siècle.
Et le palais, il a principalement aujourd'hui été détruit pour être remplacé par une habitation. Et aujourd'hui, on peut y retrouver seulement le jardin, les pièces de stockage et l'ancien espace réservé aux invités. Et d'ailleurs, ces pièces-là, elles sont aujourd'hui en cours de réhabilitation, également par historique. Cette maison, c'est encore une fois donc un très bel exemple. Et préserver une maison comme celle-ci, c'est aussi préserver une partie de l'histoire du quartier et du coup l'histoire sociale de la ville. Aujourd'hui encore, cette rue elle reste très peu fréquentée, malheureusement. Elle est largement ignorée, alors qu'elle présente vraiment un intérêt important et elle possède une partie importante de l'histoire urbaine du Faubourg Sud. Ensuite, à proximité, on a une autre centralité, plutôt économique, qui se dessine autour de la zone des souks et du marché. Alors là, on entre dans un registre plutôt populaire, marqué par le commerce et la vie de tous les jours. On y trouve à la fois un marché formel, avec des étals de fruits, des légumes, des vêtements, des produits du quotidien, et un marché informel qui est très présent dans la ville, surtout autour de Souk Las. Donc ce souk, à l'origine, il avait lieu entre la prière de l'après-midi et celle du coucher de soleil. Et aujourd'hui, on y trouve de la vente de produits antiques. Et juste à côté, nous avons Souk Sleh, qui veut littéralement dire le souk des arbres, et qui rappelle qu'à l'époque, ce quartier avait aussi une fonction stratégique et que la zone jouait un rôle important dans la protection de la Médine. Aujourd'hui, ce souk, il a bien sûr changé de fonction, mais il reste un lieu très vivant et il constitue vraiment le cœur économique et social de ce quartier. Et donc, ce qui est intéressant d'en sortir ici, c'est la complémentarité entre ces différentes centralités. Donc, d'un côté, la centralité résidentielle et patrimoine qu'a présenté Cyril, comme la rue Bouclis, qui raconte plutôt l'histoire des élites, et de l'autre, une centralité plus populaire et économique, où le quartier se vit vraiment au quotidien, et on y lit un héritage plutôt de son histoire et de ses traces rurales. Et c'est justement toute cette diversité d'usages et de rythmes qui forment la diversité de notre quartier. Ensuite, donc on a une autre centralité tout aussi vivante, mais là, on est plutôt dans un autre ordre, c'est le boulevard Bédonal. Donc lui, c'est un axe très fréquenté chaque jour par les piétons et par les voitures. Et il va marquer une frontière entre la Médina centrale, notre Faubourg Sud et l'accès direct à la Razza. Donc sur place, on va y trouver plusieurs cafés populaires, des snacks, des services du quotidien et d'autres infrastructures plutôt plus importantes comme la poste ou des banques. Donc, le boulevard, il est également marqué par une forte présence institutionnelle du fait de sa proximité directe avec la RASB, ce qui attire et aussi fait travailler beaucoup de fonctionnaires, des agents publics, des visiteurs venus pour des démarches administratives plutôt en journée ou à des horaires de bureau. Et on va trouver donc tout le temps les trottoirs remplis de monde et les cafés également sont toujours pleins. Pour finir, on a deux centralités limitrophes qui vont conditionner un peu la forme et la fonction de notre quartier, la Kasbah et le Golgé. Donc, ces deux ensembles institutionnels, par leur présence massive et leur emprise foncière, ils vont enfermer le quartier en, en étant deux entités figées. Cela, il va contraindre la forme urbaine, il va favoriser une densification à l'intérieur des îlots avec un statut plus proche de celui de la Médina. Mais cette densité, ce n'est pas forcément un frein, elle va créer de la vie, du passage et du travail. Comme on a pu le constater à plusieurs reprises, les agents et les personnels qui y travaillent, ils traversent quotidiennement ces rues pour se rendre à la caserne ou à la tasba, et du coup, ils côtoient les habitants, ils participent à l'économie locale et ils contribuent à animer le quartier d'une certaine manière. En plus de tout ce qu'on a vu, il faut parler de grandes zones qui entourent le quartier. Donc au nord, on a la Médina centrale, comme on a mentionné. Elle est en pleine transformation avec des projets de rénovation, des investissements, enfin toute une dynamique de changement. Et on a le lac Séjourné au sud, dont on n'a pas encore parlé. Donc cette année, la métropole du Grand Tunis, elle a lancé un projet pour réaménager complètement toute cette zone. Pour l'instant, elle est en cours d'étude sur 2 ans, et pour mieux comprendre ce qu'on peut y faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va forcément attirer de nouveaux projets, faire monter la pression foncière, y compris sur les quartiers voisins, notamment le nôtre, dans le Faubourg Sud. Donc, on se retrouve avec des transformations qui viennent du nord comme du sud. Et sur notre quartier, en fait, il est compris entre les deux. Et en plus, à l'est et à l'ouest, nous avons l'Arpas et la caserne Gaudriel, qui sont deux entités qui vont, entre guillemets, venir bloquer un peu notre quartier dans sa forme urbaine. Tout ça, ça risque peut-être de venir renforcer la densité au sein du quartier, avec plus de population, des prix qui montent et peut-être un début de gentrification. Finalement, cette zone, ça pourrait aussi devenir un espace de transition entre la ville ancienne au nord, en cours de restauration, et la ville nouvelle qui se dessine au sud. Également, toutes les centralités qu'on vient d'évoquer auparavant, au final, elles sont le reflet de l'histoire du quartier qu'on a énoncé. Et elles traduisent donc son statut ancien, à la fois politique,
éducative et commerciale, et notamment grâce aux grands axes qui la traversent et qui les desservent, par les personnages publics et aussi politiques qui sont passés au fil des siècles, et son riche patrimoine, qu'il soit matériel et immatériel. Ces centralités sont aussi le résultat de la diversité sociale du quartier, avec une cohabitation historique entre une communauté élitiste et une population populaire qui en font aujourd'hui le quartier communal et plus largement du Faubourg Sud. Cependant, même si le faubourg regorge de richesses patrimoniales et de centralité vivante, notre exploration et nos recherches, elles ont mis en lumière des fragilités importantes qu'on ne peut pas ignorer, et ce quartier reste marqué par de nombreuses faiblesses et menaces qui freinent malheureusement son développement. Donc, le premier constat qu'on a réalisé sur site, ça concerne l'état du bâti. Donc, grâce à une carte qui a été faite par l'INP en 2022, qui recense l'état du bâti dans le Faubourg Sud, on disposait donc quand même d'une première base de données. Mais pour actualiser ces informations, donc, on a fait pour des maisons afin d'observer l'évolution de l'état du bâti pour aujourd'hui vous proposer une carte réactualisée de cet état du bâti. Et le premier constat, c'est qu'une grande partie des maisons, faute d'entretien ou de moyens financiers, et aussi parfois à cause de problèmes complexes d'héritage, ben, elles sont délaissées et elles se dégradent rapidement pour parfois même tomber en ruine. Donc cette situation, elle est aggravée par la perte progressive du savoir-faire artisanal nécessaire à la restauration des structures traditionnelles. Mais chaque année, des éléments d'architecture disparaissent et avec eux une partie même de l'identité historique du quartier. Et donc si aucune action n'est menée à temps, forcément la détérioration pourrait devenir irréversible et entraîner même la perte de ce patrimoine unique. Autre point préoccupant, c'est les ruines qui sont laissées à l'abandon. Donc, elles posent des problèmes évidents donc, de sécurité, mais pas seulement. Elles deviennent des dépôts sauvages, des déchets, ce qui va favoriser l'insalubrité et le fait de perdre toute sa valeur foncière. Certaines finissent même par être exploitées. Mais en plus, elles restent vacantes. Plus elles restent vacantes, et plus la restauration elle va devenir coûteuse et complexe. On va alors entrer dans un cercle vicieux. À tout cela, il va s'ajouter un phénomène particulier qui peut paraître anodin, mais c'est la présence de voitures abandonnées, souvent aussi liées à des questions d'héritage dans la rue. Tout ça, ça contribue aussi à l'impression générale de négligence, voire d'abandon d'une partie du Faubourg Sud. Aussi, un phénomène qu'on observe de plus en plus, c'est la perte d'identité du quartier. Donc, sous l'effet des transformations récentes, on voit émerger des constructions neuves, souvent standardisées, qui vont rompre avec l'équilibre qu'on avait entre le développement et le patrimoine. Un autre point encore à relever, c'est le manque d'espace vert. Donc, les données de la carte, elles sont vraiment flagrantes. On observe qu'il y a vraiment très peu d'espaces verts, que ce soit des parcs ou des espaces plantés, privés ou publics. On trouve seulement un espace arboré qui est devant la mairie de la Rasbah, qui crée le seuil de cette mairie. C'est le seul espace vert et donc le soir, on y voit des habitants venir s'y installer, venir jouer. Et ça montre vraiment qu'il y a un réel besoin d'espace vert, d'espace de fraîcheur dans ces lieux et qui doivent être aussi accessibles à tous. On retrouve néanmoins un petit peu de verdure dans certaines rues, donc comme la rue Bourglis qu'on évoquait tout à l'heure, grâce à des initiatives habitantes, mais elle reste une petite exception. Et à l'échelle du quartier, ça reste largement insuffisant. La quatrième observation, c'est le manque d'espace public. Donc, notamment pour les enfants, il n'y a quasiment pas d'aire de jeu. Très peu de places aménagées, à part la place du leader qu'on avait auparavant, et pas de jardin public accessible. Les enfants, ils jouent dans la rue, sur les trottoirs et entre les voitures. Et aussi, la grande place de la Rasbah, le soir, ça devient un terrain de jeu improvisé, bien qu'elle n'ait pas été pensée de base comme un espace récréatif. Donc, pour répondre à tous ces défis relevés du Faubourg Sud, selon nous, il faudra agir sur trois grands volets. Donc, le patrimoine et l'habitat, la nature et l'économie locale. Donc, premièrement, préserver l'existant et réactiver le patrimoine. C'est aujourd'hui essentiel de sauvegarder ce qui reste encore de l'architecture traditionnelle, des anciennes demeures et des espaces historiques. Ça passe donc par une vraie politique de restauration, mais pas seulement. Il faut aussi redonner à ces espaces redonner vie à ces espaces en y développant des projets culturels, artisanaux ou touristiques. Et l'idée, c'est pas seulement de réactiver ces lieux-là, c'est pas seulement de les rénover, mais plutôt de les réactiver pour qu'ils trouvent une fonction primordiale dans la vie du quartier. D'un autre côté, il faut préserver le bâti existant. Étant donné que la majorité des demeures présentes, des maisons présentes sur site, qui sont anciennes, elles sont très souvent en mauvais état, et elles doivent et peuvent être restaurées par des travaux de rénovation et d'entretien. En revanche, au vu de la pénurie de logements et de la fragilité économique des habitants, on ne peut pas se permettre de tout démolir pour tout reconstruire.
Donc, il faut penser à des solutions qui soient accessibles, durables et adaptées à la réalité sociale du quartier. Et en parallèle, certaines maisons en ruine elles doivent être restructurées d'urgence pour éviter des drames et préserver notamment l'identité du quartier. Aujourd'hui également, on fait face à une urgence. On vient introduire la nature dans ces quartiers denses comme le Faubourg Sud, c'est vraiment une priorité. Justement, on peut s'inspirer de ce qui commence à être fait dans la Médina. Donc, pendant longtemps, le végétal il avait disparu au profit du bâti. Mais ces dernières années, grâce à l'ASM et à des initiatives habitantes, c'est le mouvement inverse qu'on observe. La nature elle reprend ses droits petit à petit dans les ruelles, dans les patios ou même dans les espaces publics. Et dans le tissu urbain très dense comme celui-ci, on peut donc ramener de la végétation en réinvestissant les petits interstices qui sont laissés vides. Et c'est en tout cas une piste à explorer pour améliorer le cadre de vie et offrir un peu de respiration dans ce quartier. Enfin, il faut aussi penser aux activités économiques. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le Faubourg Chic il a un vrai potentiel avec ses sources, ses ateliers, ses commerces. Il serait utile de mieux organiser ces espaces pour soutenir les habitants, également leur local, donc l'état de leur bâti qui se dégrade plus vite que les habitations, et encourager du coup une économie de proximité. L'activité pourrait être redynamisée en lien avec le tourisme également culturel, à condition de le faire de manière bien évidemment équilibrée et pas au détriment des habitants ni des commerçants. Il faudrait aussi également rééquilibrer la pression commerciale en développant des nouveaux pôles dans ce secteur. Donc, que ce soit les zones périphériques, pour que le tour ne se concentre pas uniquement autour des axes principaux. Donc, au cours de ces 2 derniers mois, le travail nous a permis de mieux comprendre le potentiel du Faubourg Sud et son potentiel d'évolution. Donc, les observations sur l'état du bâti, les projets en cours autour du quartier, comme ceux dans la Médina centrale, mais surtout le grand projet urbain en étude sur la zone du lac Séjour, nous montrent que ce territoire, il va entrer dans une nouvelle phase. Donc, ce projet-là, qui vise à transformer complètement les abords du lac, avec de fortes ambitions en matière d'aménagement, ce qui aura pour impact direct sur les quartiers proches, donc notamment le Faubourg Sud. On a aussi pu constater que des initiatives commencent à émerger, comme le rachat de certaines maisons, notamment par le projet Thune historique, avec l'objectif de les rénover et d'attirer une nouvelle population, notamment touristique, et donc on pense ici à Dalabouré ou d'Albufeibel. Et d'autres maisons qui font partie du tissu urbain pourraient suivre finalement cette tendance. Donc tout cela, il nous fait penser qu'on assiste peut-être aux prémices d'une pression foncière sur le quartier, voire d'un début de gentrification. Mais ce diagnostic, il ouvre aussi des pistes d'action. Donc les premières propositions que nous avons formulées, elles pourraient être mises en œuvre ici, mais aussi dans d'autres quartiers de la Tunisie qui sont confrontés aux mêmes enjeux. Ce travail, c'est donc un point de départ et il montre que le quartier il mérite une vraie attention et qu'il peut jouer un rôle central dans le futur de la Médina de Tunis. Merci pour votre attention. Non, merci infiniment.